Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec l'Aprefond. Le sujet de ce matin concerne donc les modes de négociation des retraites supplémentaires dans les entreprises et donc les conditions de négociation de cette forme de rémunération différée, qui est bien une retraite supplémentaire, et comment elle s'intègre dans le cadre de la négociation d'entreprise. Ah, Valérie nous rejoint. Donc, merci à l'Aprefond, représenté par Pierre Galland, qui est donc le directeur général adjoint de l'Aprefond, de porter cette rencontre. Merci à toi, Pierre, et à l'Aprefond. Donc, c'est intéressant aussi, tu auras l'occasion de le préciser. Donc, l'Aprefond, vous êtes un acteur de la retraite supplémentaire dans les fonctions publiques. C'est votre ADN. Pour autant, vous avez un œil pour le moins également sur ce qui se passe dans le sur le secteur privé. Tu nous expliqueras bien mieux que moi sur ce qui vous amène à porter cette rencontre ce matin. Merci à nos trois élus. Alors pour l'instant, il y en a deux, mais il y en a notre troisième élu arrive. Donc trois élus qui vont illustrer la réalité et la concrétude. Alors là, excusez-moi du terme, de la mise en place de ces retraites supplémentaires dans vos objectifs. Donc, merci à toi, Valérie Del-Mignot. Donc, toi, tu es déléguée syndicale SNB CFE-CGC chez BNP Paribas. Et tu es également chef de file, là, pour le compte de la CFE-CGC, pour la Confédération, au niveau de la CNAV, l'assurance vieillesse. Donc, ça va être intéressant d'avoir un peu un double regard, et c'est quelque chose que je vous proposerai dans une deuxième séquence, qu'on élargisse un peu les chakras sur le sujet. Dans le moment où on se parle de conclave, ou je ne sais pas si on emploie encore ce terme-là sur les retraites et avec. Si, on peut. On peut encore. On peut encore. Délégation paritaire permanente, sinon. Allez, préférons ça. Délégation paritaire permanente sur les conditions d'évolution de la finance, des financements des retraites, et donc d'élargir sur le côté l'éternel débat entre répartition, capitalisation, et comment toi ça te parle. Bruno Henry, toi tu es délégué général du UNSA chez Total Energy. Et Stéphane Bévan, super, tu arrives. Bonjour, désolé pour ces quelques secondes de retard, petit problème de connexion. Pas de problème. Moi, je m'excuse en premier lieu parce qu'on avait un petit problème. On a commencé avec un peu de retard. Excusez-nous pour toutes les participantes et participants. Donc, Stéphane Bévan, toi, tu es le représentant et élu au CSE de la Maïf et élu CAT, Confédération Autonome du Travail, qui est le premier syndicat représentatif à la Maïf. Merci à vous trois d'apporter vos éclairages sur comment ça se passe chez vous et sous quelle forme se cristallise, enfin se met en place les retraites supplémentaires, parce qu'elles sont plusieurs et on va le voir très rapidement avec Pierre. Ça peut devenir très vite complexe et voilà. Et pas évident à lire et à décrypter. Donc, merci à vous de votre participation. N'hésitez pas à interagir dans le chat, à expliquer un peu ce qui se passe chez vous et comment ça se négocie et ou comment ça se négocie pas, parce que y a aussi le cas. On le verra bien. Parfois, la retraite supplémentaire, c'est un précaré. Et ces décisions unilatérales et la négociation, il n'y a pas de négo. Bon, et donc avec Préfond, on vous propose un petit sondage donc, que j'affiche ici. Et donc, l'idée, c'est de voir un peu un panorama de l'existence. C'est quoi la réalité des retraites supplémentaires dans vos entreprises? Donc, est-ce qu'il y a un PERO, donc le plan d'épargne retraite obligatoire, alors est-ce qu'il est avec une contribution uniquement patronale, avec comment s'appelle une contribution mixte patronale et salariale? Est-ce qu'il différencie, il fait des taux de cotisation différenciés en fonction des catégories objectives? Et in fine, est-ce qu'il y a un PERECO? Parce que dans l'histoire, il y a un PERECO. Donc, c'est la joie des acronymes, l'épargne salariale, et notamment l'épargne retraite, entre les PERECO, les PERO, etc. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Rodolphe Hénerlé, je suis
responsable éditorial du Miroir Social. Je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Et je passe tout de suite la parole à Pierre Galland, donc directeur général adjoint de l'Aprefond. Si tu peux, je pense que ça peut être intéressant de nous rappeler un peu ce que c'est, d'où tu parles, hein, l'Aprefond, d'où vous venez, et avec quel regard vous adressez le marché privé. À toi. Bonjour à tous, à toutes et à tous d'abord. Alors, Préfond, c'est une réalisation qui a été créée à la fin des années 60, en fait. C'est d'abord une association, en fait, de syndicats de la fonction publique qui se réunissent et qui partent du constat que les primes dans la fonction publique, en fait, sont prises de manière partielle, en fait, voire de manière inexistante, dans le calcul de la retraite. Et en fait, on voit bien qu'avec le taux de remplacement sur le traitement indiciaire brut, la non prise en compte des primes pouvait entraîner en fait des situations sociales assez compliquées au moment du départ à la retraite. Et donc l'objectif de la création du produit qui sera lancé en 68, ça ne s'invente pas, en mai 68, aura vocation précisément à permettre à un agent public de se constituer un complément de retraite qui viendra, je dirais, sinon compléter, en tout cas prendre en charge tout ou partie de cette perte de prime au moment du départ à la retraite. C'est véritablement ça, l'objectif premier de Préfond, c'est d'apporter cette solution. En ce sens, d'ailleurs, Préfond a été relativement précurseur en matière d'épargne retraite supplémentaire individuelle, puisqu'il existait à l'époque des dispositifs collectifs, mais je rappelle qu'il n'existait pas de dispositif d'épargne retraite individuel. Et donc, Préfond a été un peu précurseur. Donc, c'est un régime de retraite par capitalisation. Donc, là aussi, c'était assez innovant dans le monde syndical, de mettre en place ce type de solution. Et donc, depuis les années 60, donc c'est plus de 60 ans d'expertise aujourd'hui en matière d'épargne retraite individuelle. Et Préfond, aujourd'hui, ça représente 400 000 clients, dont 150 000 approximativement qui perçoivent leur rente, en tout cas une pension, une rente ou une partie en capital. Et pour le reste, ce sont des agents publics qui sont en phase de cotisation, en phase de constitution de leur épargne. Et donc ce régime aujourd'hui, Préfond Retraite, représente à peu près 14 milliards d'euros d'encours sous gestion, sur un marché dont je rappelle qu'il représente à peu près 60 milliards. Donc aujourd'hui, Préfond, c'est à peu près autour de 20 milliards, en fait, 20% du marché de l'épargne retraite individuelle en France, ce qui fait de Préfond le premier opérateur en réalité de l'épargne retraite individuelle en France. Voilà. Donc, je me permets d'intervenir avec une approche a priori par rapport aux autres régimes, aux autres véhicules individuels qui existent, une approche que vous voulez la plus accessible possible, parce qu'a priori les conditions d'accès à d'autres régimes sont plus restrictives, on va dire. Alors effectivement, Préfond, c'est pas simplement une solution d'épargne retraite qu'on veut absolument, je vais le dire avec le sourire, mais qu'on veut absolument vendre partout dans la fonction publique, etc. C'est aussi une certaine conception, une certaine vision de la retraite. En fait. C'est permettre à tout à chacun de pouvoir vivre une retraite sereine, et pour cela permettre précisément à tout à chacun de pouvoir accéder à ce produit et de pouvoir se constituer, évidemment à l'aune de ses moyens financiers, on est bien clair là-dessus, mais de pouvoir se constituer un complément de revenu. Et c'est la raison pour laquelle Préfond Retraite est accessible dès 21 €. Donc, dès 21 € par mois, je peux verser 21 € par mois et je peux me constituer un complément de revenu, une épargne retraite qui me sera évidemment délivrée au moment de mon départ sous la forme d'une rente et ou d'un capital. Voilà. Donc, on a eu ce souci effectivement, contrairement à certains produits que je peux voir aujourd'hui sur le marché où il y a un ticket d'entrée qui est à 1 000 voire 5 000 € sur certains produits, qui est relativement élevé. On voit que là, on vise à travers ces produits des CSP+, et dans une logique clairement de défiscalisation. Là, pour le coup, on a voulu démocratiser dès le départ, en fait, c'est l'idée originale, démocratiser finalement l'épargne retraite et permettre à des agents publics, dont je rappelle que le
salaire moyen, il est de l'ordre de 1200, 1300 euros sur des catégories C en particulier. Donc voilà l'objectif effectivement de Préfonds, c'est donc il y a une véritable vision sociale chez Préfonds qui est de permettre l'accès à la retraite à tous par des niveaux de cotisation qui sont relativement, je dirais, bas. Et donc, c'était une certaine vision finalement de la retraite et non pas comme étant un produit d'épargne parmi d'autres qui permet dans le bouquet de défiscalisation, de pouvoir défiscaliser également sur ce type de produit. Même si ce produit, évidemment, a cet objectif-là également. Hein, il faut le rappeler. Hein, c'est un point fort de ce type de produit. Je pense qu'on va largement en parler de la défiscalisation tout au fil de cet échange. Pierre, là, ce matin, on va parler avant tout. C'était très bien de présenter la Préfonds d'où vous venez. Maintenant, le sujet de ce matin, c'est la négociation des retraites supplémentaires dans les entreprises. Et donc, à la différence de d'où vous venez, vous, le régime, il n'y a pas une négociation avec l'employeur, l'État employeur. L'État employeur ne met pas au pot d'une sorte de quoi que ne met pas au sur la retraite, etc., à la différence de ce qui peut se passer et ce qui se passe dans les entreprises. Donc, et pour autant, vous adressez ce marché désormais. Avec quelle approche? Alors, effectivement, depuis 60 ans, on fait de l'épargne retraite collective. Et l'objectif pour nous, c'est d'avoir une vision, c'est précisément de permettre cette accessibilité à la retraite pour tous. Et ça passe également par l'approche collective en entreprise. Alors effectivement, comme tu le rappelles, dans la fonction publique, le statut de la fonction publique ne permet pas la mise en place d'un contrat d'épargne retraite collectif. Encore qu'avec la PSC, on voit qu'il y a une dérogation aujourd'hui dans la fonction publique sur les contrats collectifs en matière de santé et de prévoyance. Mais ce sujet-là, aujourd'hui, de la retraite, ce que j'appelle moi le troisième pilier de la protection sociale, aujourd'hui n'est pas abordé dans la fonction publique pour des raisons qu'on peut aisément deviner. Mais c'est vrai que chez Préfonds, on fait un petit peu le pari que ce sujet viendra un jour sur la table des négociations et que l'employeur au public, sous réserve évidemment de ses capacités financières qu'on connaît assez étroites, mais viendra à un moment donné sur ce sujet, à l'instar de ce qui se passe dans le monde privé. Et donc, au-delà de je dirais, de cette vision finalement qu'on a sur la fonction publique, sur une évolution de ce marché, c'est aussi de transposer notre expertise en matière d'épargne retraite individuelle en matière d'épargne retraite collective, même si on sait que les mécanismes sont différents, les interlocuteurs ne sont pas identiques et les processus, je dirais, de mise en place, entre guillemets, si vous me pardonnez ce terme, de vente d'un contrat collectif sont radicalement différents que la vente d'une solution de retraite individuelle. Donc aujourd'hui, nous on s'est lancé effectivement sur le sujet de l'épargne retraite collective. On s'adresse à toutes les entreprises, singulièrement sur les entreprises qui appartiennent au secteur du parapublic, pour être un petit peu en phase avec notre ADN, puisque dans le secteur du parapublic, qui recouvre à la fois les sociétés, les entreprises publiques locales, les SEM pour faire simple, les sociétés d'économie mixte, d'un côté, et les EPIC, établissements publics à caractère industriel et commercial de l'autre, qui sont des émanations de collectivités locales pour l'essentiel, je pense en particulier aux offices publics à l'habitat par exemple. Eh bien, les salariés qui sont dans ces structures sont des salariés de droit privé. Donc, on adresse en fait ces entreprises, en effet, pour leur proposer des solutions d'épargne retraite collective. Alors, l'autre élément également que j'ajouterais, c'est que nous avons la conviction chez Préfonds, et je pense que c'est le cœur du débat de ce matin, nous avons la conviction que l'employeur a un rôle majeur dans l'accompagnement de son salarié dans la préparation de sa retraite. Il a un rôle majeur et finalement cette démarche, quand on voit le cadre fiscal de mise en œuvre à la fois intéressant pour l'entreprise, il faut le rappeler, on aura l'occasion de probablement d'y revenir, mais également pour le salarié, on voit bien qu'on peut entrer dans une démarche gagnant-gagnant et que ça peut aussi aider l'employeur à développer sa marque sociale, sa marque employeur. Donc, il y a un vrai sujet. Donc, nous sommes intimement convaincus de cela.
Et c'est aussi la raison pour laquelle on a abordé ce marché du collectif davantage sous un angle de pédagogie, parce qu'on s'est rendu compte, je constate, moi, quand je rencontre des chefs d'entreprise, peut-être que mes camarades autour de la table le confirmeront, mais il y a quand même une grande méconnaissance de ces dispositifs. Je parle pas des grosses entreprises. Dans les grandes entreprises, il y a des services RH qui sont spécialisés sur le sujet, qui suivent ça attentivement, etc. Mais dès qu'on descend en granularité en termes de taille d'entreprise, on s'aperçoit qu'il y a une grande méconnaissance sur des structures de moins de 5 salariés et a fortiori sur des structures de 50 ou 20 salariés, puisque je rappelle qu'on peut mettre en place aussi un contrat d'épargne retraite collective sur des structures de cette taille, mais on voit bien qu'il y a une grande méconnaissance de ces sujets. Et donc, on a abordé ce sujet, effectivement, ce sujet d'épargne retraite collective, sur l'angle de la pédagogie pour bien faire comprendre finalement l'intérêt pour l'employeur de se lancer dans cette aventure, si vous permettez le terme, avec cet aspect au-delà de l'aspect fiscal pour l'employeur, l'intérêt en termes de marque employeur, en termes d'attractivité sur des secteurs où il est difficile de recruter certaines compétences. Donc on voit bien que ça participe, c'est pas l'alpha et l'oméga évidemment d'une démarche de recrutement qui va attirer forcément le candidat, mais ça y participe. Et également, l'intérêt aussi en termes de fidélisation des salariés. On voit bien que cet élément-là, également, peut jouer. Moi, je rencontre pas mal de chefs d'entreprise qui me disent moi, je n'arrive pas à garder mes salariés dans l'entreprise. Et ce type de solution, je dis, cher monsieur, ce type de solution, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut y participer. En entreprise équivalente, sur un poste équivalent, l'une ne propose pas de dispositif d'épargne retraite collectif, et l'une et l'autre le proposent. J'ai la faiblesse de penser, et mes interlocuteurs le pensent aussi, que le salarié regardera par 2 fois avant de quitter l'entreprise. C'est pas un élément fondamental, essentiel, mais c'est un élément qui va rentrer en ligne de compte dans cette démarche-là. Voilà. Donc voilà un petit peu en vrac, dans le désordre, un petit peu nos motivations, nos raisons pour lesquelles nous nous sommes lancés sur le marché de l'épargne collective. Et pour terminer, je dirais, on aura aussi l'occasion, je pense, d'y revenir. Je ne veux pas être trop long. Le choix que nous avons fait en matière de dispositifs d'épargne retraite collective, aujourd'hui en France, il existe 2 dispositifs. Il existe, pour rebondir sur les acronymes, il existe le PERCOL, qu'on retrouve aussi sous l'appellation de PERECO, qui succède au PERCO. Et aujourd'hui, on trouve le PERO, PERCAT également. Cette appellation existe, un PERCAT pour PER catégoriel. Ça renvoie aux catégories objectifs salariés et qui succède aux articles 83. Alors, voilà. Donc, le choix que nous avons fait, c'est plutôt de valoriser le PERO, et j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur les raisons qui nous ont fait privilégier le PERO, même si on a la capacité de proposer le PERCOL, mais on pousse singulièrement le PERO, et j'aurai peut-être l'occasion tout à l'heure de revenir sur le sujet. Non, mais tu pourras effectivement rebondir sur les interventions ensuite de Valérie, Bruno et Stéphane. Et tu as parlé de pédagogie, alors sans être trop long, mais je pense que ça mérite peut-être de prendre 2 minutes, 5 minutes pour pouvoir balayer ça. Tu nous as préparé une présentation, on parle d'acronyme, et sur la logique à l'œuvre quand on parle d'épargne de retraite supplémentaire, excusez-moi. Et donc, je vais c'est bien celle-là. Attendez, excusez-moi. Je regarde ce que je partage. Hop. C'est celle-là. OK. Voilà. Vous voyez tous bien là. Donc voilà. C'était une présentation un peu pédagogique des mécanismes à l'œuvre et le lien avec la fiscalité, la défiscalisation, parce que c'est quand même bien lié quand même cette histoire. Et donc, Pierre, je te laisse un peu nous éclairer. En fait, c'est des slides assez simples. J'ai simplement voulu un peu rappeler ce que recouvre la réalité de l'épargne retraite collective qui a été réformée, comme vous
comme vous le savez probablement, qui a été réformé en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Jusqu'en 2019, on avait un maquis de solutions, que ce soit en individuel ou en collectif, d'ailleurs, soit dit en passant, hein. En individuel entre les Madelins, Madelin agricoles, les PERP, les préfonds évidemment, Corem, etc. On avait tout un panel en fait de produits qui se ressemblaient étrangement, mais ça permettait pas une grande visibilité pour le consommateur. Et sur le collectif, on avait également la même chose, hein, entre les articles 83, 82, retraite chapeau, etc. Retraite chapeau, c'est encore un cas très particulier. Donc, le législateur a voulu faire un petit peu le ménage et a créé le PER, en fait. Le PER, c'est en fait le plan d'épargne retraite. Donc, il y a un tronc commun, et à partir du tronc commun, il se subdivise d'un côté en PER individuel, ou ce qu'on appelle aussi PERin, encore un autre acronyme, et de l'autre côté, les PER collectifs, dans lesquels on va retrouver en effet le PERCOL d'un côté et le PERO de l'autre. Alors, ce qui est commun à tous ces produits, c'est la notion de compartiment. Alors, la notion de compartiment a été mise en place sur les PER, parce qu'il s'agissait de flécher, en fait, ou plutôt d'identifier l'origine des fonds, si j'ose dire, de l'épargne qui allait alimenter, en fait, le PER. Si on reste sur et donc, là, le législateur a imaginé 3 compartiments, 3 poches, comme on voudra, mais l'appellation réglementaire, c'est compartiment. Donc, c'est pas très original, c'est qu'on a appelé ça compartiment 1, compartiment 2, compartiment 3. Donc, on a un premier compartiment qui va recevoir les versements. J'essaie de faire simple, hein, pour aller vite. Nous avons un premier compartiment qui s'appelle C1 qui va recevoir les versements volontaires, si on est en épargne retraite collective, des versements volontaires du salarié. Et ces versements pourront il pourra faire le choix de les déduire au moment du versement de son revenu net imposable. Et donc ça va alimenter le compartiment effectivement C1. Mais il peut faire le choix de renoncer à cette déductibilité et dans ce cas, les versements qu'il effectuera seront fléchés vers un compartiment qui s'appelle C1 bis. Voilà. Alors, la contrepartie, et c'est l'intérêt s'il souhaite renoncer à la déductibilité, c'est qu'il pourra, au moment de partir à la retraite, il bénéficiera d'une retraite allégée sur ses versements, parce qu'ils n'auront pas fait l'objet, en phase de cotisation, d'une déduction fiscale. Hein. On voit bien que si la déduction fiscale s'appliquait également au moment de la liquidation sur le compartiment C1 qui avait fait l'objet de déduction fiscale, il y aurait un effet d'aubaine en fait. Donc cette fiscalité allégée ne bénéficie que sur le compartiment, les fonds qui sont sur le compartiment C1 bis, dès lors qu'au moment où je les ai versés, j'ai fait le choix effectivement de ne pas les déduire de mes revenus à ce moment-là. On a un deuxième compartiment qui s'appelle C2. Ce compartiment, lui, il aura vocation à regrouper ce qu'on appelle l'épargne salariale, en fait. Hein, et donc, on a fondamentalement 3 sources. On a la première source, c'est toutes les sommes qui sont issues du compte épargne-temps, du CET. Alors, s'il n'y a pas de CET, alors deux précisions quand même sur cette dimension CET. Le transfert de CET dans la limite de 10 jours, hein, je le précise, ça c'est la réglementation. Ce transfert ne peut se faire que si l'accord de CET prévoit précisément que cette possibilité de transfert vers un PERCOL ou un PERO. Donc, si cette disposition n'a pas été inscrite au CET, il faut revoir son CET pour inscrire cette disposition dans le CET pour permettre aux salariés de pouvoir transférer ces CET sur son PERCOL ou son PERO. Ça, c'est une petite précision importante parce que dans beaucoup d'endroits, cette subtilité n'a pas été prise en compte. Donc ça, c'est sur la partie CET. Et par transfert, on va pouvoir également loger dans ce compartiment C2 toutes les sommes qui sont issues du transfert
sommes issues donc de l'intéressement et de la participation de l'employeur. Et enfin, on a un troisième compartiment qui s'appelle C3, et ce compartiment, il va recevoir tous les versements qui vont être issus de la part employeur. Ce compartiment, il va être alimenté de manière directe dans un seul cas, c'est lorsque est mis en place un plan d'épargne retraite obligatoire. Donc, si dans le cas du PERCOL, on va retrouver PERCOL et PERO, ce qui va être commun aux trois, c'est que ces trois compartiments vont apparaître, vont être présents. Par contre, dans le cas du PERCOL, comme il n'y a pas de versement obligatoire de l'employeur, il ne sera pas alimenté, le C3 ne sera pas alimenté par l'employeur. Puisque je rappelle que dans le cas du PERCOL, la participation, entre guillemets, de l'employeur se fait sous la forme d'un abondement. Donc, comme il n'y a pas de versement employeur, dans le cas de PERCOL, le C3, il sera vide. Il ne pourra être alimenté que par transfert d'un autre PERO que le salarié pourrait avoir eu dans une autre entreprise. Et par souci de regroupement de son épargne, il décide de transférer l'épargne qu'il a sur son C3 de son ancien PERO dans son nouveau PERO. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est ça le mécanisme. C'est un peu complexe en fait. Et enfin, dans le cas du PERO, pour le coup, là, les trois compartiments sont directement alimentables et singulièrement le C3, puisque c'est là où l'employeur va pouvoir, les fonds qui sont versés aux salariés vont être logés effectivement dans ce compartiment. Voilà. Donc voilà, cette notion de compartiment est extrêmement importante. Au moment de la liquidation, eh bien, le salarié de son contrat, donc je rappelle, à la retraite, c'est pas au moment de la sortie de l'entreprise qu'il liquide son contrat. Par contre, au moment de la liquidation, au moment de la sortie de l'entreprise, le contrat n'est plus alimenté d'une manière ou d'une autre par l'employeur. Et par contre, le salarié conserve le contrat jusqu'au moment de sa retraite. Et au moment de la retraite, lorsqu'il sort, eh bien, les sommes qui sont identifiées sur le compartiment C1, c'est là cette importance des compartiments, puisque ce sont les compartiments en fait qui vont permettre d'identifier effectivement l'origine des fonds. Donc sur le compartiment C1, versement volontaire, eh bien là, le salarié va pouvoir sortir en rente et ou en capital, capital 100%, ce qui n'était pas le cas, je le rappelle là aussi, sur les anciens dispositifs d'épargne retraite. Donc, rente et ou capital. Il va pouvoir également sortir sur tout ce qui est dans le compartiment C2, épargne salariale en rente et ou capital. Par contre, sur le compartiment C3, réglementairement, il ne peut sortir qu'en rente. Ça, c'est un point qui est important. Et ce qui est encore plus important, c'est donc ça, c'est la réglementation. Par contre, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que il est possible sur le compartiment C3 de sortir en capital lorsque le montant de l'encours qui est logé dans le compartiment C3 est inférieur globalement à 30 000 €. Donc là, le salarié a la possibilité de sortir en capital. Mais officiellement, le compartiment C3 ne permet qu'une sortie en rente. Donc, si le salarié, à la lueur du montant qui figure sur son compartiment C3, considère, en lien évidemment avec l'assureur du contrat, il peut demander effectivement à sortir en capital. Pour terminer, non, juste, si tu peux revenir en arrière, Rodolphe. Voilà. Alors, ce qu'il faut aussi savoir sur ces contrats-là, c'est aussi point important, c'est que selon l'origine des sommes et le type de compartiment, on va pouvoir débloquer de manière anticipée les fonds qui sont sur son contrat. Globalement, quel que soit le compartiment, les cas de déblocage, je vous laisse les découvrir à l'écran. Les cas de déblocage sont identiques d'un compartiment à l'autre. Il y a simplement une petite exception, c'est sur le compartiment C1 et le compartiment C2. Ça n'existe pas sur le compartiment C3. Mais sur le C1 et le C2, je peux débloquer de manière anticipée les fonds qui sont sur mon dispositif d'épargne retraite dans l'hypothèse où j'achète ma résidence principale.
Alors, ça paraît anecdotique, mais c'est un point important parce que ça a été longtemps, ces produits d'épargne retraite, qui sont des produits tunnels finalement, ont pu, en effet, amener que ce soit individuel d'ailleurs ou des versements volontaires sur des dispositifs d'épargne retraite collective, amener les salariés à se dire cet argent il veut qu'il jusqu'à la retraite, je ne peux pas y toucher, ça va être compliqué si j'en ai besoin. Là, le législateur, alors l'avancée est timide, mais elle est quand même significative. Le législateur s'est dit, il faut quand même que je redonne un peu de souplesse à ce produit. Et en lui donnant la souplesse, c'est aussi lui donner un peu d'attractivité. Et donc, il a introduit sur le compartiment C1 et le compartiment C2 cette possibilité de débloquer les fonds en cas d'achat de la résidence principale. Voilà, c'est un point important et notamment à l'adresse de jeunes salariés qui peuvent finalement verser sur ce type de produit, faire des versements volontaires et puis se dire, au pire, si j'en ai besoin pour faire l'achat de ma résidence principale et notamment pour constituer mon apport personnel, je peux débloquer ces fonds. Voilà, c'est un point qui est relativement important. Alors, sur la fiscalité à l'entrée, là, on est en France, donc vous le savez, la fiscalité en France est très complexe. Elle est très complexe. Et donc, les dispositifs d'épargne retraite, que ce soit individuel ou collectif d'ailleurs, n'échappent pas à la règle. Alors, sans rentrer trop dans le détail. Oui, excuse-moi Pierre, parce que le temps tourne et ça, effectivement, j'avais sous-estimé le temps qu'allait prendre la présentation. Rentre pas trop dans les détails, garde-en en magasin. On y reviendra sur la fiscalité, mais je te laisse quand même commencer. Mais il faut faire attention c'est mon travail, mais qu'on se laisse pas trop déborder. À toi. Voilà, donc très, très rapidement, très schématiquement, versement volontaire, j'en ai parlé, déductible ou non déductible, donc dans la limite d'un plafond d'épargne, à 10% des revenus, pour faire très simple. L'épargne salariale est exonérée d'impôt sur le revenu, mais elle est soumise à des prélèvements sociaux, et les versements obligatoires sont exonérés du revenu imposable. Le salarié ne paye pas d'impôt là-dessus. Ça, c'est pour la fiscalité à l'entrée. Sur la fiscalité à la sortie, alors la fiscalité, elle va différer selon qu'on sort en rente ou en capital. Si on sort en rente, tout ce qui est versement volontaire déductible, c'est-à-dire que j'ai fait le choix au moment où j'ai versé de les déduire immédiatement de mon impôt. Et bien à la sortie, la rente va être soumise à l'impôt, va rentrer, donc va être soumise à l'IR, après un abattement de 10%. Et il y aura des prélèvements sociaux qui sont de 17,20% sur une fraction de la rente. Sur les versements volontaires non déductibles et l'épargne salariale, là, pour le coup, la rente va être soumise, si on sort en rente, elle va être soumise sur l'impôt à la revenu, après abattement selon l'âge. C'est le principe des rentes RTBO, là, où il y a une diminution en fonction des tranches d'âge. Par contre, il y aura toujours des prélèvements sociaux de 17,20. Et sur le compartiment C3, là aussi, si on sort en rente, IR, prélèvements sociaux. Et en cas sur la sortie en capital, je fais vite là aussi, IR, sur les versements volontaires donc déductibles, dont on a demandé la déduction fiscale. Donc les sommes au moment de la rente seront intégrées dans le revenu global et donc soumises à l'IR. Les plus-values, il faut le rappeler, seront soumises donc au forfait unique, 30%. Lorsqu'on n'a pas demandé la déduction fiscale, les sommes sont exonérées de l'impôt. Par contre, il y a toujours les plus-values qui sont imposées donc au forfait unique à 30%. L'épargne salariale, c'est la même chose, sauf que les plus-values sont là pour le coup soumises à un taux moins, donc de 17,2%. Et sur le compartiment 3, on a vu que normalement les déblocages ne sont pas possibles et qu'il n'y a pas de sortie en capital, sauf cas exceptionnel. Ok. Donc là on n'y va pas là-dessus. Non. On n'y va pas. Et, merci Pierre pour. Oui, désolé d'avoir peut-être été un peu long. Non, mais
Non, c'est moi qui avais sous-estimé le temps, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, on a peut-être perdu quelques personnes. Sandrine, désolé. On a perdu quelques personnes, surtout que la présentation, a priori, n'était pas super. Je vous invite vraiment à la télécharger. Elle reste téléchargeable, donc vous pouvez la télécharger. Et je vais vous mettre un lien. Je vais vous afficher un lien. Voilà. Là, vous pouvez. Il y a un formulaire de téléchargement. Préfond a édité un guide de 24 pages sur le Perrault. Donc là, vous pouvez le télécharger, ce guide, avec le formulaire qui va bien. Merci à toi, Pierre, pour la présentation. Et donc, je passe la parole à Valérie. Valérie DL Mignot. Donc, toi, tu es délégué syndical CFE-CGC du SNB, syndicat SNB CFE-CGC chez BNP Paribas. Et pour commencer le sujet, c'est que lors des dernières NAO, vous avez réussi à négocier dans un passage de la cotisation patronale sur le Perrault de 1,3 à 1,6%. On était dans le cadre donc d'une négociation sur le salarial et c'est une compensation que vous avez obtenue parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous attendiez en termes de rémunération directe. Et donc, vous obtenez quelque chose en termes de rémunération différée. Donc, comment ça s'est passé? Et pour vous, en quoi c'est clairement c'est un gain, clairement, que vous valorisez. À toi. Voilà, alors, bonjour, de nouveau, bonjour à toutes et tous. Donc, en fait, on a quand même obtenu des choses, hein, mais c'est vrai que sur cette côté, pour le plan d'épargne retraite obligatoire, on a réussi à ce que le taux de cotisation de l'employeur passe de 1,3 à 1,6 pour ce qui est de la première tranche, c'est-à-dire jusqu'à un pass. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, le pass, donc c'est le pass, donc c'est 47 100. 47 100, c'est aussi sur quoi on va se baser pour le calcul de la retraite de base, en tout cas, puisque je vous rappelle aussi que la retraite de base est calculée pour tout ce qui est des salariés du privé, hein, puisque moi, c'est BNP Paribas, c'est le salarié du privé, est calculé sur les 25 meilleures années, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, qu'on appelle donc le PASS, et 47 100. Donc là, on a obtenu ce taux, hein, ça fait 0,3 de plus, hein, ça paraît pas, mais bon, c'est toujours très intéressant pour le salarié. Et dans le cadre du Perrault, le salarié, à partir au-delà de 1 pass, donc au-delà de 47 100, le salarié cotise obligatoirement à hauteur de 0,3%. Alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, que c'est vrai que, comme le disait Pierre, c'est très technique tout ça. Nous, chez BNP Paribas, bon, on a quand même, on est une grande entreprise, hein, donc on a le moyen d'avoir les informations, mais c'est pas évident. C'est pour ça qu'aussi, nous, en tant que syndicat SNB, syndicat national de la banque, premier syndicat chez BNP Paribas, on a des référents et donc on a un référent épargne salariale et donc il est beaucoup sollicité pour avoir des explications parce qu'effectivement, ce n'est pas simple. Donc voilà. Entendu. Mais en quoi je reviens sur ma question. Cette retraite supplémentaire, c'est une compensation, c'est une compensation de ce que vous n'avez pas obtenu en rémunération directe. Est-ce que c'est bien posé ou c'est pas exactement comme ça que ça se pose? De dire qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait et que du coup on a obtenu 0,3 de plus. Vous n'avez pas obtenu. Oui. On aurait bien voulu cette année une augmentation pérenne, on ne l'a pas eu. On a eu quand même une prime, hein, une prime de partage de la valeur qui justement a pu être aussi, si on le souhaitait, déposée sur l'épargne salariale. Pas sur le Perrault, hein, puisque celle-là, elle est déposée plutôt soit sur le PE, soit sur le Péréco, avec un abonnement sur le Péréco. D'accord. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Pardon, l'employeur abonde le versement de la PPV sur le Péréco. Tout à fait. Et donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pour plusieurs années. Donc, c'est quand même assez intéressant. Alors, effectivement, les collègues, en premier abord, ils préfèrent avoir, pour une certaine
partie des salariés de notre entreprise, hein. Nous, au SNB, on est très attentif au pouvoir d'achat et avoir de l'argent, du cash, en fait, si on peut appeler ça comme ça, bah, c'est quand même intéressant. Mais bon, après, quand on passe sur le PERECO et sur l'épargne salariale en général, on n'a pas la fiscalité sur le revenu. Donc, ça intéresse aussi une partie de nos salariés. Mais est-ce que ça leur, oui, est-ce qu'ils perçoivent clairement les avantages induits par cette négociation, ce que vous obtenez sur le PERO, sur le PERECO, est-ce que ça, c'est clairement des avantages qui sont perçus par vos Alors, tout est question de pédagogie. Tout est question de pédagogie. Nous, c'est aussi, nous, en tant que SNB, d'expliquer ce que ça apporte aux collaborateurs. Voilà. C'est pas toujours perçu, c'est pas perçu comme ça pour tout le monde, mais on essaie de l'expliquer, et puis voilà, quoi. Entendu. Et il y a une question que je te pose et qu'on n'avait pas préparée, mais au regard, Pierre a présenté la complexité avec les compartiments, etc. C'est la logique de la chose. En quoi vous en faites? Vous êtes la première organisation syndicale chez BNP Paribas. Vous avez une stratégie d'adhésion. Et ben, ça amène beaucoup de questions des salariés auxquelles vos militants doivent être en capacité de répondre. Et c'est pas forcément évident. Parce que en fonction des situations, chacun voit midi à sa porte, en fonction de son épargne, etc. Et bref, vous n'êtes pas des conseillers financiers et jusqu'où, à quelle limite et en quoi ça fait partie du boulot, quoi. En fait, nous, quand ça fait partie quand on a les négociations annuelles obligatoires, hein, tous les ans, on demande à nos adhérents, enfin, on demande aux adhérents qu'est-ce qu'ils pensent. Est-ce qu'on signe ou est-ce qu'on signe pas? Voilà comment nous on fait. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ça, c'est sur la négo, mais par contre, sur la pédagogie, sur les questions que ça amène et la capacité d'y répondre. Ah bah, on a un fil. Ah oui, bah, alors nous sommes des délégués syndicaux et on va à la rencontre des salariés et c'est à nous justement d'expliquer pourquoi on fait ça, qu'est-ce que ça va leur apporter. Et ça amène beaucoup de questions? Ah bah oui. Et enfin voilà, c'est toute une organisation. On a les délégués en direct, mais on a aussi une boîte mail et on y répond et on a des techniciens derrière. Parce qu'en fait, nous, les délégués syndicaux qu'on a chez nous, ils sont issus de tous les métiers. Donc, on est en capacité de répondre à des questions de tout niveau. Entendu. Parfait. Valérie, alors, tu as parlé du Pérou avec ce que vous avez obtenu en termes de négo. Ça se passe comment sur le PERECO? Est-ce que l'abondement, c'est une clé de une négociation également? Alors, tous les 4 ans, tous les 4 ans, ce niveau d'abondement évolue à la hausse, effectivement. Une clé de négociation, ça, là-dessus, je ne vais pas pouvoir y répondre parce que je suis pas dans la négociation en direct, hein. Donc, désolé, mais effectivement, c'est qu'en tout cas, la situation de l'abondement, elle est quand même très intéressante pour les collègues, hein. Puisque quand on verse, c'est par rapport avec des pourcentages, selon ce qu'on verse, bah, on a un abondement sur le PERECO. Justement, c'est plus fléché vers le PERECO et vers le PE. D'accord. Ok, l'abondement. Ok, parfait. Ok. Écoute, Valérie, n'hésite pas à rebondir. Je passe la parole à Stéphane. Tu vois d'autres choses que tu souhaites ce que je souhaite dire, c'est que là, on t'accorde plus largement sur la retraite supplémentaire à la CFE-CGC, donc on est très attaché. Valérie, ça par contre, on va en parler après. Ça. Je reviendrai après. Ouais, promis, on y revient. En plus, il y a une question de Mariette Camrère, là, un peu qui élargit le spectre, donc on y reviendra promis à la fin. Si je me laisse pas déborder par le temps, il faut pas. Donc voilà, ça tu gardes ça en magasin pour la suite. Stéphane, alors. Oui. Stéphane. Comme tu l'as dit, à juste titre, sujet très complexe, hein, que les retraites complémentaires, des acronymes dans tous les sens, des articles qui en remplacent d'autres, des conventions qui diffèrent selon les branches et des situations qui sont très différentes selon la structure même de l'entreprise. Est-ce qu'on est dans une petite, moyenne entreprise, une grande entreprise
comme l'intervenante précédente de la BNP ou comme nous-mêmes à la Maïf, puisque c'est vrai que les dispositions sont très différentes. Si je veux faire très rapide, et je pose déjà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à la Maïf, et ensuite je te laisserai m'interroger sur les différents sujets. On a des dispositifs qui viennent se cumuler les uns derrière les autres, ce qui complexifie encore plus la compréhension des salariés. Il faut être très honnête là-dessus. On a le système de retraite déjà par répartition classique, que tout le monde connaît. Puis ensuite, les collègues savent qu'on a le système de retraite complémentaire. Ça passe par l'ex-article 83 devenu donc le fameux Perron, suite au loi Pacte, avec une cotisation versée directement par l'employeur, mais aussi par des dispositifs qu'on a mis en place, nous, au sein de la Maïf, après négociation en 2014, et avec la mise en place d'un PERCO, devenu PERCOL, sur lequel on a des dispositifs, effectivement, négociés auprès de l'entreprise, des dispositifs d'abondement qui permettent aux salariés de bénéficier soit par le biais de transfert de jours CET, ça a été évoqué tout à l'heure, donc des jours de congé qui étaient sur le compte épargne-temps, que l'on peut transférer sur ce fameux PERCOL et qui sont abondés avec une négociation du montant de l'abonnement qui se fait à chaque ENAO. Pour exemple, lors de la dernière ENAO, on avait négocié un abonnement à hauteur de 75% des jours versés. Donc, vous l'aurez compris, si on met le maximum les 10 jours, ça veut dire que un salarié qui verserait l'équivalent de 10 jours CET sur ce PERCOL bénéficierait donc au final de 17 jours de valorisé. Et par ailleurs, la possibilité aussi, sur des versements volontaires, d'un abondement de l'entreprise qui varie avec différents seuils, mais qui, si on considère le montant maxi, un salarié qui va verser 350 € en versement volontaire va bénéficier d'une valorisation de 850 €. Au total. Tout à fait. Voilà, donc je verse 350, je suis valorisé à hauteur de 850. Donc c'est vrai que c'est quelque chose. Alors, l'avantage du PERCOL, contrairement au PERO, où on a une difficulté, puisque on a un versement obligatoire qui est versé par l'entreprise, qui est chez nous et en comparaison de la BNP n'est que de 1% pour les salariés, même si on en discutera peut-être, il y a différentes situations au sein de l'entreprise avec des versements qui peuvent être différents. Mais c'est vrai qu'en termes de lisibilité, aujourd'hui, les salariés sont très réceptifs sur le système du PERCOL, qui peut être alimenté comme le plan d'épargne entreprise, qui peut être alimenté par la participation ou par l'intéressement. Autant sur les autres dispositifs, on se rend compte qu'il y a que c'est quelque chose qui est quand même très vague, qui est très complexe. Les questions des exonérations, les questions de au niveau fiscalité, est-ce que je le fais à l'entrée ou à la sortie, etc. Tout ça fait que au final, on peut avoir le sentiment que les salariés je ne vais pas dire qu'ils n'y attachent pas d'importance, parce que ça serait quand même présomptueux de ma part, mais en tous les cas, ils sont tellement noyés, on va dire, dans la complexité de ces dispositifs que quelque part, ils considèrent que c'est comme ça, et puis c'est tout, quoi, qu'on n'a pas réellement de réels moyens d'action pour faire évoluer les choses, même si, comme ça vient d'être évoqué à l'instant, c'est une possibilité. La preuve en est, en passant de 1,3 à 6, c'est déjà une belle évolution, je dirais, et en tous les cas, c'est peut-être un exemple à suivre, et on pourrait aussi s'en inspirer dans le futur. Alors Stéphane, vous par contre, vous négociez chaque année, l'abondement, c'est une clé de négociation pour vous, c'est clairement. Complètement. Ça fait partie intégrante dans le cadre de cet accord mis en place en 2014. Il était effectivement convenu que la question du niveau d'abondement était rediscutée tous les ans en ENAO. Donc c'est un élément, ça fait partie du PAC, on va dire de négo qu'on peut avoir, et ça fait partie des éléments de négociation. Donc on pourrait effectivement en théorie estimer, et considérer que ce n'est pas donc reconduit. Alors bon, l'histoire nous démontre que depuis la mise en place, il a été toujours systématiquement reconduit. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans et de nouveau sur les négociations 2025, au-delà des augmentations générales qu'on a pu obtenir au sein de l'entreprise, on a eu un peu plus de chance que nos collègues de la BNP, puisque nous on a obtenu une revalorisation de 1,8 pour le coup, après
des discussions compliquées, mais bon, voilà, c'était déjà ça. Et donc, un système d'abonnement qui a été effectivement de nouveau reconduit, sachant que l'entreprise a bien conscience aujourd'hui que c'est un dispositif qui fonctionne bien, que ce soit sur la partie transfert CET vers Percol ou versement volontaire, et qui permet à tous les salariés de prendre conscience de la nécessité de ce système d'épargne par capitalisation et on va dire de commencer, en tous les cas, même si tous ne rentrent pas vraiment dans la complexité de tout l'ensemble de ces dispositifs, en tous les cas, de prendre conscience de la main que l'on peut avoir pour maîtriser un petit peu son épargne future. Alors Stéphane, si tu peux nous dire à combien l'enveloppe de l'abondement, histoire qu'on puisse se représenter, ça représente quoi en termes de financier, l'enveloppe globale de l'abondement à la Maïf? Alors, sur le coût estimé, alors ça après, en fait, l'entreprise, elle, on va dire, prend un package, on va dire, sur l'ensemble des négociations, va nous dire, voilà, vous avez une demande d'augmentation générale de tel niveau, une revalorisation, par exemple, sur les titres de transport, etc. Bref, et viennent d'y rajouter cette partie-là. Et donc on est plutôt plus qu'en montant, je suis peut-être en pourcentage, mais en général, on est autour de le coût de l'abondement est autour de 0,5 à 0,6% du coût total de l'enveloppe de majoration pour l'entreprise. Et en projection, si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est une valorisation de l'ordre de 2 millions sur les dernières négociations. Ok, c'est ce que tu m'avais dit, c'est ce que tu m'avais dit, 2 millions d'euros, donc c'est quand même significatif. Ah oui, complètement. Oui. Et est-ce que tu me disais qu'on préparait cet entretien, comme étant donné votre clé de négo, c'est avant tout le père éco, et le père et le père éco et le véhicule après qui est le père éco, tu me disais que actuellement votre objectif en termes prioritaires, en termes de négo, c'est de négocier une formule dérogatoire sur le calcul de la participation. C'est bien ça? Parce que pour vous, c'est la source et c'est une clé claire un levier de négo clair pour vous. Alors aujourd'hui, effectivement, alors donc on a au sein de la Maïf, on a aussi un accord d'intéressement, donc qui est lié donc au résultat, à la performance de l'entreprise, avec donc les différentes clés de répartition qui sont liées à ce dispositif. Pour autant, c'est vrai que on constate très clairement, on constate que le levier participation est donc lié directement à, on va dire, le jeu des écritures comptables et peut être lourdement impacté, en tous les cas dans notre domaine d'activité qui est l'assurance, par la question notamment des réserves spéciales, etc. Et peuvent fluctuer de façon très importante, ce qui est assez perturbant puisqu'on peut avoir de très bonnes années et pour le coup dans le cadre du monde de l'assurance, c'est vrai que la Maïf a été très performante sur les 2-3 dernières années en particulier. On a eu des évolutions et des gains au niveau du marché qui étaient comme significatives et ça ne se ressent pas nécessairement au niveau des montants de reversement de participation. D'où nous, en tous les cas, ce qui concerne à la CAT Maïf, l'intérêt que l'on porte aujourd'hui sur la question d'une renégociation de la formule dérogatoire sur la participation, de façon à avoir quelque chose qui soit, à notre sens, plus équilibré et qui prenne en compte des ressources, et notamment tout ce qui est ressources liées au placement financier, qui sont un élément essentiel dans le monde de la banque et de l'assurance, et qui viennent mieux prendre en compte ces éléments-là, parce que on estime que, au regard des résultats dégagés par l'entreprise, on va dire, sans parler de résultats bruts, mais dans le système dans lequel on se trouve aujourd'hui, on a un système qui n'est pas, à notre sens, tout à fait équilibré en termes de performance de l'entreprise et de retour auprès de l'ensemble des salariés. C'est un système qui, pour le coup, en plus, pour nous, on trouve plutôt équitable dans le sens où tous les acteurs de l'entreprise sont une clé essentielle à la réussite de celle-ci et donc ça mérite d'être quelque chose de plutôt équilibré à notre sens.
Parfait, Stéphane. Un autre point. Alors sur le Payroll, enfin sur la retraite obligatoire, les cotisations, le 1% dont tu parlais, si je me trompe pas, c'est un dispositif conventionnel, enfin de la branche assurance, si je me trompe pas. Par contre, à la Maïf, c'est 1% pour l'ensemble des salariés, mais c'est, si je me trompe pas, c'est 7% pour les cadres dirigeants. Moins de 50 cadres dirigeants qui ont un taux de cotisation de 7%, alors que les salariés, c'est 1%. Et il y a encore un autre truc pour les mandataires sociaux. Alors, eux, ils ont un Payroll plus. Et il y a également une grande originalité à la Maïf. C'est-à-dire que vous êtes une entreprise mutualiste, vous avez une gouvernance avec des élus qui sont bénévoles, mais qui sont quand même, qui touchent des indemnités, ces élus bénévoles, et qu'on retrouve qui sont pas, voilà, donc ce bénévolat, les indemnités liées associées à ce bénévolat politique, eh ben, il y a une retraite supplémentaire avec un taux de cotisation sur les indemnisations de 8%. Et vous, les salariés, vous avez qu'1%. Est-ce que là, il n'y a pas non plus une clé de négo pour aligner un peu les choses Alors, tu as mis le point sur les choses qui piquent, hein, comme on peut dire. Effectivement, alors les explications, elles sont simples. Hein. En tous les cas, pour l'entreprise, c'est des dispositions qui ont été mises en place en 2019-2020. En fait, concernant ces fameuses cotisations à hauteur de 7% sur les cadres dirigeants, ce qu'on appelle hors classe, hein, elle est liée en tous les cas pour l'entreprise aux évolutions des dispositions existantes, d'une part, et sur le fait aussi que le différentiel entre le niveau de rémunération perçu en activité et lorsque on quitte l'entreprise et qu'on arrive à la retraite était beaucoup plus significatif, ce delta, pour ces personnes qui étaient soumises à un niveau de fiscalité bien supérieur. Donc, l'idée, en tous les cas, l'explication qui est donnée par l'entreprise, c'est une cotisation de l'entreprise plus importante pour venir pallier, compenser en partie, même si c'est pas du tout à hauteur des impacts réels, hein, puisque grosso modo il y a un différentiel entre le salarié, je dirais lambda, donc employé cadre lambda, et ces personnes de l'ordre de 20 à 25% de différentiel de montant perçu au moment de la retraite. Donc, à leur sens, ces 6% viennent apporter une légère correction, en tous les cas, sur les impacts fiscaux qui concernent les intéressés. Et par ailleurs, comme tu l'as soulevé, on a effectivement mis en place au sein de l'entreprise, qui est une structure avec nos militants, hein, qui sont effectivement un organe politique et qui sont la clé de voûte du système Maïf, hein, puisqu'on a à la fois un système salarié, un système militants qui sont à l'origine donc de la représentation des membres du CA. Donc c'est vrai qu'on a cette structure mutualiste toujours qui est très très significative et très importante au sein de l'entreprise. Ces militants bénéficient aussi d'un dispositif où l'entreprise procède à des versements à hauteur de 8% sur le montant des indemnités brutes qui sont perçues. Donc si on prend pour exemple un militant qui percevrait une indemnité annuelle brute de 10 000 euros pour l'ensemble de l'exercice de l'activité qu'il peut avoir et de ce que ça engage en termes de prise de temps de coût, il percevrait donc un montant de 800 euros qui serait versé sur ce PER. C'est en tous les cas pour nous, effectivement aujourd'hui, ce fameux 1% est un élément qui pourrait être vu. Maintenant, et en toute objectivité, même si je comprends tout à fait la dynamique mise en place au sein de notre collègue de la BNP, en termes de lecture et de compréhension pour les salariés, nous estimons aujourd'hui que, en premier chef, la participation, qui est un élément direct, qui est un élément clé, hein, directement lié au niveau de performance de l'entreprise,
a beaucoup plus de sens, et nous on le voit à travers les échanges que je peux avoir avec l'ensemble des salariés, c'est quelque chose qui a beaucoup plus de sens, puisque eux clairement voient notre niveau de chiffre d'affaires, notre niveau de performance, les résultats, etc., et font un lien direct avec tout ça. De la même façon, les négociations que l'on a obtenues et les abondements sur le PERCOL, c'est quelque chose qui est aujourd'hui compris, assimilé par une très grande partie de nos collègues, donc sur laquelle ils ont vraiment le sentiment d'avoir la main. Et c'est pour ça qu'en termes de focus, on est en tous les cas à date beaucoup plus sur ces leviers-là. Entendu. Parfait. Merci beaucoup. Cet éclairage, tu rebondiras quand tu le sens, et je passe la parole à Bruno avant de Bruno et après on élargira un peu sur après l'intervention de Bruno sur un peu les questions de fond que ça peut se poser entre répartition et capitalisation. Bruno, donc toi tu es délégué général du SICTAM UNSA chez Total Energy. Total Energy, sans grande surprise, vous avez un peu la panoplie, toute la panoplie. Hein. Vous avez le PERECO, vous avez un PERO, vous avez tout ça. Et vous avez les cadres dirigeants de Total. Je commence par ça. Les cadres dirigeants de Total Energy, c'est à peu près 260 salariés. Avaient, avant que ça soit interdit, ils avaient un article 39, c'est-à-dire un régime de retraite supplémentaire à prestations définies, qui maintenant n'est plus permis. Et donc, la direction de Total a fait le choix de ne pas remplacer cet article 39, fort intéressant, par un PERO, plus peut-être réservé à une catégorie objective que seraient les cadres dirigeants, avec un taux de cotisation, comme l'a souligné Stéphane, de l'ordre, enfin voilà, un taux qui serait pas de 1% en tout cas, mais pour autant, donc ça n'a pas été remplacé. Et toi, tu notes qu'il y a un effet de bord quelque part à confirmer sur l'explosion des actions gratuites. Donc, est-ce qu'on peut voir le fait que les cadres dirigeants n'aient plus maintenant leur retraite supplémentaire à prestation définie? Eh ben, la compensation, c'est de qu'ils puissent bénéficier d'actions gratuites de façon assez massive et discrétionnaire. À toi. On t'entend pas là. On t'entend pas. C'est bon. C'est bon? Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ah bon, j'ai eu peur. D'autant qu'on avait eu des problèmes tout à l'heure. Alors, eu égard aux présentations qui sont intervenues et à la question qui est posée est presque anecdotique d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis, les systèmes dits d'article 39 à retraite chapeau à prestation définie et soumise à une obligation de demeurer dans l'entreprise jusqu'au départ en retraite ont disparu. Légalement, je crois que c'est en 2019 que c'était interdit. En pratique, chez Total Energy, le système a été gelé. Il est toujours actif, mais il a été gelé, c'est-à-dire que l'ancienneté, qui était un vecteur déterminant de l'article 39 gelé en question, et l'ancienneté gelée se voit à celle du niveau de 2016. Et cette ancienneté dans le système était plafonnée à 20 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas atteint le plafond de 20 ans d'ancienneté, et qu'est-ce qui se passe depuis ce temps-là? Alors, c'est pas un exercice facile parce que toutes ces données sont extrêmement, vous doutez bien que c'est pas limpide. Nous n'avons eu aucune négociation sur le sujet, puisque je crois comprendre que quand il y a des dispositifs particuliers pour les cadres dirigeants qui est mis en place, un nouveau cadre, eh bien, il est obligatoire d'avoir une négociation ou quoi que ce soit. Donc, je suis pas catégorique sur les sujets. Je vais simplement dire, j'ai été très intrigué par les déclarations dans le temps des nombres d'actions gratuites attribuées individuellement aux 10 personnes les mieux dotées hors le mandataire social. Et on a réussi à obtenir une confirmation que le nombre d'actions gratuites attribuées aux membres du comité exécutif, 7 membres, 8 membres en fonction des gens, donc une grande partie des 10 mieux dotés, eh bien, dépend de l'ancienneté au COMEX. Pas du tout de la performance, de quoi que ce soit, c'est l'ancienneté au COMEX.
Ils ont même formellement revenu. Et quand on regarde sur longue période, on se rend compte que finalement, maintenant, ceux qui sont au COMEX depuis peu de temps et qui ont une ancienneté inférieure, très inférieure à 20 ans en 2016, ancienneté gelée, les actions gratuites, le rythme d'augmentation des actions gratuites est beaucoup plus élevé que pour les personnes similaires il y a plusieurs années avec la même ancienneté au COMEX. Tout ça est venu de cet élément-là. Alors, plus généralement, la suppression de l'article 39, des articles 39, ou de leur gel d'ancienneté, fait que il faut compenser d'une certaine manière, et c'est compensé apparemment par la hausse, effectivement, des actions, du nombre d'actions gratuites attribuées, que ce soit aux membres du COMEX, et quand on regarde de manière un peu plus globale à travers la communication publique, et effectivement un peu plus auprès des autres dirigeants. Ça a un impact en fait sur l'esprit dans l'entreprise, parce que comme une individualisation poussée des rémunérations est un vecteur d'individualisation des comportements, c'est la même chose au niveau des cadres dirigeants, et c'est même encore pire, hein, l'effet est encore pire. D'une certaine manière, certes, auparavant vous étiez cadre dirigeant, vous pouviez vous faire remercier par le mandataire social, ça c'est clair, mais c'était tout ou rien. C'était tout ou rien. C'était 0 ou 1. Aujourd'hui, alors, vous aviez effectivement les parts variables aussi. Mais avec un système comme celui-ci, à la fin des articles 39, vous avez un autre effet, c'est-à-dire que vous avez l'effet des parts variables, mais en plus, vous pouvez jouer sur quelque chose qui est très discrétionnaire, c'est-à-dire le nombre d'actions gratuites attribuées chaque année. Parce que ça, c'est extrêmement discrétionnaire et c'est plus du tout un système aussi ciblé soit-il avec une composante collective comme l'article 39. Voilà, c'est un peu le point, mais ce qu'il faut retenir de tout cet aspect, c'est que ceci a immanquablement un effet sur la culture dans l'entreprise et les comportements et des cadres dirigeants, et ensuite, ça ruisselle les comportements à des niveaux de management intermédiaire. Donc, un Payrault avec une catégorie objectif pour les cadres dirigeants serait ça serait plus sain à t'entendre. Alors, il me semble, là je m'exprime, il me semble, parce que d'une certaine manière, les cadres dirigeants ont un peu plus d'indépendance d'esprit, on va le dire, ils peuvent plus facilement l'exprimer, en tout cas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bien évidemment, faut se rappeler d'Enron, hein. Je vous rappelle que les systèmes de retraite collectifs aujourd'hui, officiellement, que ce soit notamment Percol, Pereco, maintenant, ne permettent pas d'investir dans les actions d'entreprise. Évidemment, vous êtes encore plus soumis à la santé boursière de l'entreprise. Je dis bien la santé boursière. Donc, vous pouvez, notamment quand vous êtes en fin de carrière, espérer que une grande opération de fusion, acquisition, je ne sais quoi, pour mieux encore valoriser vos actions. Bien évidemment, ceci aussi soumet à un risque considérable, comme on l'a vu chez BP, avec l'accident, vous vous en souvenez peut-être, dans le golfe du Mexique ou d'Amérique, suivant qu'on soit trumpiste ou pas, mais l'accident tragique qui a vu que l'action BP a été très sérieusement plombée et ne s'en est jamais vraiment remise après. Merci. Putain, je ne la connaissais pas, celle du golfe de l'Amérique. Merci. Rodolphe, oui, Pierre. Je vais juste apporter une précision. Les articles 39 n'ont pas été supprimés en réalité. Hein. Absolument, ils ne sont pas supprimés. Mais ils n'ont pas été ils n'ont pas été reconstruits. Oui, parce qu'en fait, ils souffrent d'une réputation un peu sulfureuse aujourd'hui. Monsieur Galland, on ne va pas rentrer dans des détails infinis, effectivement. D'ailleurs, j'ai bien dit que c'était les régimes, article 39, avec conditions de départ, conditions de présence à la retraite. Absolument. J'ai bien précisé oralement. J'ai précisé le sujet particulier pour préciser le commentaire de Rodolphe. Merci. Parce qu'en fait, il contrevenait à la libre circulation. Oui, attendez, ne rentrons pas dans les détails, s'il vous plaît. Revenons à l'essentiel. On verra après
Ça, c'était une volonté, une directive européenne, une volonté européenne pour, en gros, pour une concurrence non faussée, libre et non faussée, etc. Bruno, je te sens. Bruno, je te sens. Alors, on arrive à la fin du. Enfin, là, il nous reste 20 minutes et on va les prendre. Bruno, j'ai bien noté que l'article 39, pour toi, c'était peut-être anecdotique par rapport au débat. OK, dont acte. Maintenant, ben, élargissons. Sur retraite. Toi, tu as quand même des principes, tu as des alertes. Enfin, tu incites à la précaution, notamment avec les abondements, l'abondement, enfin, sur la fiscalisation, les mauvaises surprises qu'il peut y avoir. Des gens qui recherchent l'optimisation fiscale, entre guillemets, via les véhicules de l'épargne supplémentaire, ils peuvent avoir de mauvaises surprises. Toi, tu prônes une vigilance là-dessus. D'abord, il y a quelque chose de fondamentalement vicié aujourd'hui qui a été introduit par la loi Pacte. C'est que les systèmes d'épargne retraite sur les versements volontaires sont aujourd'hui taxés soumis à la fameuse flat tax de 30%. C'est-à-dire comme n'importe quel placement boursier, n'importe quel compte titre, etc. Comme l'a dit Pierre Galland, c'est un investissement tunnel, c'est-à-dire que vos montants investis sont bloqués sous quelques réserves, mais on pourra y revenir d'ailleurs sur la résidence principale, mais est bloqué jusqu'à votre départ en retraite, et vous êtes soumis à une même taxation sur les versements volontaires que si vous faisiez un investissement boursier à la banque du coin. Il y a quelque chose de fondamentalement vicié, et c'est un recul très notable par rapport au PERCO qui existait, où là, vous étiez taxé à la fiscalité de l'épargne salariale, en gros aujourd'hui à 17,2%. Donc, il y a un biais. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes battus et nous avons obtenu de garder le PERCO pour les salariés qui ont bénéficié. C'est-à-dire que, et ça a été dit implicitement par Stéphane tout à l'heure, faire des versements volontaires non défiscalisés dans le PERCOL n'a aucun intérêt. Il vaut mieux le faire dans le PERCO, parce que votre plus-value sera taxée à 17,2%, aujourd'hui en tout cas, plutôt qu'à 30%. Ça, c'est le premier biais. Le deuxième biais dans la loi Pacte, c'est que, et ça je me dis, mais comment on a pu construire un truc pareil, c'est que l'option par défaut, si vous ne savez pas où vous versez dans le PERCO, c'est nécessairement défiscalisé à l'entrée. La défiscalisation n'a d'intérêt, et là c'est par rapport aux éléments introductifs de Pierre Galland, c'est là où je me pose quand même des questions, c'est la défiscalisation quand vous êtes à 1300 ou 1400 euros de salaire de base, en tout cas pour les fonctionnaires, je vois pas trop quel est l'intérêt. Alors, sauf si vous avez évidemment des revenus par ailleurs. Donc, de mettre une option par défaut sur la défiscalisation est quand même assez étrange. Alors, ça peut se voir comme un moyen d'éviter de faire des versements volontaires on ne sait pas bien être taxé à 30% mais il y a quelque chose de vicieux. Alors ensuite, il y a un troisième élément, et ça, c'est l'entrée en résonance c'est un point qui n'a pas été évoqué, mais qui est d'une complexité redoutable, et je dois dire que nous l'avons découverte. Moi, je l'ai découverte au moment de la renégociation de nos accords en 2021, suite à la loi Pacte. Alors, je vais vous lire, parce que c'est le mieux que j'ai réussi à obtenir, c'est que l'employeur alerte les gens, les salariés. Par ailleurs, les sommes issues du CET et versées par le salarié au PERCOL viennent diminuer le seuil d'exonération fiscale des cotisations obligatoires de retraite supplémentaire, PERO, seuil fixé à 8% du revenu brut fiscal annuel. Cela peut conduire à réintégrer fiscalement les cotisations PERO en fin d'année. Alors, si quelqu'un a compris ce que ça voulait dire, je félicite, à part ceux qui savent déjà ce que ça veut dire. Et en plus, ils ont fait un effort de pédagogie substantiel pour en arriver là, parce que vous avez un système très étrange, c'est-à-dire que lors de la conversion du CET
dans le PERCOL, eh bien, comme ceci contribue à une défiscalisation de vos revenus, eh bien, ceci vient réduire un seuil méconnu, qui est le seuil de 8%, et vous pouvez vous retrouver taxé en fin d'année sur vos cotisations obligatoires au Pérou. C'est-à-dire que vous aurez été taxé 2 fois dans le Pérou, une fois à l'entrée, parce que vous êtes entré dans ce seuil dit de réintégration fiscale, et ensuite taxé une deuxième fois à la sortie par les mécanismes classiques du système Pérou. Et ça, aujourd'hui, chez nous, chez Total, ce sont principalement les petits salaires qui sont touchés par cela, puisque le système d'abondement du Pérou contient une composante fixe indépendante du salaire, plus une composante variable dépendante du salaire, plafonnée à 107 000 € par an. Donc, ce sont les petits salaires qui sont concernés. Et vous n'avez pas moyen de deviner ce qui se passe, ou alors il faut faire des simulations très ambiguës pour savoir si vous allez être frappé par cette réintégration fiscale. Et beaucoup de gens se font avoir parce qu'il y a de l'abondement au CET quand vous le faites dans le PERCOL. Donc, ils se disent chic, je vais faire un abonnement sur le CET, transfert d'ailleurs qui n'est que pour une compensation du fait que lorsque vous êtes en congé, vous générez vous-même des congés. Et en gros, quand on fait le calcul, c'est autour de 20%. Là, votre abondement, il est de 25%, donc il compense à tout prix. Il fait mieux que compenser cet effet-là, et en fait, vous faites avoir en ayant la réintégration fiscale. Voilà. C'est un système très peu connu. On a eu mal à le trouver. J'avoue que quand je regarde les documents des grandes sociétés de gestion, il n'y a que Natixis qui l'exprime clairement, et pourtant je ne vais pas faire de la publicité pour Natixis. Mais voilà, c'est un système très très pervers. Sans compter bien évidemment que les gens peuvent être parfois surpris de ce qui se passe lorsqu'ils vont partir en retraite. Et l'autre sujet, c'est bien évidemment au moment de la résidence principale. C'est le sujet, c'est de dire, vous croyez faire une bonne affaire, notamment les jeunes qui ne sont pas nécessairement les mieux susceptibles de profiter de la défiscalisation, et ils veulent débloquer pour leur résidence principale les versements volontaires défiscalisés qu'ils ont faits pour l'acquisition de la résidence principale, et hop, ils vont se retrouver taxés plein pot sur l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leur retrait, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Voilà. Je vous remercie sur ces points de fiscalisation et défiscalisation qui sont d'une complexité inouïe. Merci Bruno. Et ça m'amène à Pierre. Je te passe la parole parce que plusieurs fois, donc, je pense que l'intervention de Bruno peut amener une réaction de ta part. Sur le sujet des versements déductibles, non déductibles, effectivement, effectivement, quelqu'un qui n'est pas imposable, on parle bien des versements volontaires là, quelqu'un qui n'est pas imposable, effectivement, de prime abord, lui expliquer qu'il peut faire le choix qui peut déduire n'a pas de sens puisqu'il n'est pas imposable. Donc pour le coup, ça lui parle pas beaucoup. Mais l'intérêt pour lui, effectivement, c'est de faire le choix d'effectuer des versements dits non déductibles qui iront dans ce fameux compartiment C1 bis, parce que si effectivement en tout état de cause il ne bénéficiera jamais, ce qui n'est pas imposable, de la déductibilité sur ses cotisations sur son IR. Par contre, il bénéficiera d'une fiscalité qui sera allégée au moment de la liquidation du contrat. Je rappelle que, quel que soit le type de versement que l'on fait, volontaire naturellement, qu'il soit déductible ou non déductible, ils sont soumis à un impôt sur le revenu. Donc, le fait de déclarer, alors même qu'on n'est pas imposable, qu'on ne veut pas les déduire de son IR, permettra de flécher vers le C1 bis ces sommes-là, et là, pour le coup, de bénéficier à la sortie, en effet, d'une fiscalité qui sera allégée. C'est ça l'intérêt, en fait, du C1 bis. Alors, est-ce que cet avantage-là est vraiment significatif au regard
du salarié qui lui paye des impôts et aura pu déduire et faire donc le choix de verser son épargne dans le C1, donc déduction immédiate sur son impôt sur le revenu. Là, il faudrait faire des simulations. Effectivement, je ne suis pas sûr que. Je pense que la déductibilité immédiate est intéressante, beaucoup plus intéressante. Mais je modère quand même cela parce que quelqu'un qui est imposable peut aussi faire le choix de ne pas déduire. Ça, c'est tout à fait permis par la réglementation. Quelqu'un qui n'est pas imposable, peut faire le choix en effet de ne pas déduire au moment où il fait ses versements précisément de son IR. Je rappelle que la déduction en fait, c'est à hauteur du taux marginal d'imposition, en fonction de son taux marginal d'imposition. Pourquoi ? Parce qu'il peut anticiper, en effet, au moment de la sortie, parce que les enfants ont quitté le foyer familial, que son taux marginal d'imposition restera malgré tout élevé. Et donc, lorsqu'il fera la liquidation de son contrat, eh bien, parce qu'il a fléché son épargne sur le compartiment dit de non-déductibilité, eh bien, au moment où il liquidera son contrat, il bénéficiera de cet allègement fiscal sur sa rente ou son capital. Voilà, l'enjeu, il est un petit peu là, en fait. En fait, ce choix s'agissant des versements volontaires, ce choix entre déductibilité et non-déductibilité, de prime abord, effectivement, pour quelqu'un qui ne paye pas d'impôt, ça paraît un peu ésotérique. Mais je veux préciser que il peut s'appliquer également à quelqu'un, ce débat peut avoir lieu chez quelqu'un qui paye de l'impôt et qui pourrait avoir un intérêt effectivement à déduire immédiatement. Mais en fonction de ce qu'il anticipe. Donc on voit bien qu'il y a un arbitrage en fait qui est à faire. Alors il n'est pas simple. En plus, au moment où on fait son versement sur son contrat, on le fait à 35 ans, 40 ans, etc. On est incapable d'anticiper, et ça c'est une évidence, on est incapable d'anticiper sa situation personnelle au moment du départ à la retraite. Est-ce que j'aurai un TMI qui sera élevé? Est-ce qu'il ne le sera pas? Donc effectivement, c'est un arbitrage, mais cette non-déductibilité, elle est relativement universelle. Elle peut intéresser également quelqu'un qui paye de l'impôt. Entendu. On va pas rentrer. Non, Bruno. C'est de dire non, ça n'a pas répondu à l'objection, c'est que quand vous faites un versement volontaire non déductible dans le Payroll, vous êtes bloqué jusqu'à la retraite et vous êtes quand même taxé à 30%, sauf à l'impôt sur le revenu, bien sûr. Oui, mais je suis d'accord, je suis d'accord, mais le Payroll reste un produit qui a vocation à préparer, qui a mis en place par un employeur et qui a vocation à accompagner le salarié dans la préparation de sa retraite. Donc, je veux dire, le contrat dès le départ, il est connu, j'ai envie de dire. On sait que l'argent que je vais verser va être bloqué jusqu'à la retraite. Je le sais. Si véritablement je veux avoir une liquidité de cette épargne, il faut m'orienter sur une autre solution. Mais avec une fiscalité identique. Bon, vous mettez, on a mis le doigt dans un débat qui illustre à quel point ça peut être complexe. Et on y reviendra peut-être dans un prochain direct, mais en tout cas pas maintenant, parce que j'aimerais bien quand même que Valérie et Stéphane puissent intervenir et qu'il y ait un mot de conclusion pour toi, Pierre, et également Bruno. Donc, Valérie, on va prendre le large. On va essayer de sortir je vous propose qu'on rajoute 5 minutes. On peut aller jusqu'à 35. Et Valérie, on sort du départ technique, mais pour partir sur répartition, capitalisation, comme je le disais en introduction, tu es chef de file CFE-CGC à la CNAV. Pour toi, l'articulation ne pose pas de problème. Tu es bien dans tes baskets sur le fait de négocier, que la capitalisation se négocie dans les entreprises et que la répartition se négocie également ailleurs. Et pourquoi il y a une cohérence ou pas, ou voilà.
Alors donc, À oui, toi. comme je disais tout à l'heure, enfin que j'allais dire, la CFE-CGC, donc on est très attentif au pouvoir d'achat des salariés et des retraités. Et quand on voit que le taux de remplacement à la retraite pour les non-cadres, c'est à peu près 75% et les cadres 53%, effectivement, une retraite supplémentaire, un étage supplémentaire, donc avec la retraite supplémentaire, bah ça peut être intéressant. Et dans ce cas-là, avec la capitalisation. Par contre, on est très attaché à tout ce qui est répartition, hein. On ne veut pas la supprimer, on ne veut pas basculer vers de la capitalisation, hein. Ça, on est bien clair avec ça. Une question aussi d'équité entre les générations. Donc cette retraite supplémentaire, elle peut être négociée en entreprise. C'est justement un débat qu'on a à la délégation paritaire permanente, et le débat n'est pas terminé. Donc là, l'opposition, enfin, il y a encore pas mal de choses à revoir là-dessus. Entendu. Merci Valérie. Stéphane, par rapport à ce que tu as. J'oublie pas ta question, Mariette. Oui. Eh bien, écoute, je partage les propos de Valérie, hein. Bien évidemment, il est pas question non plus de remettre en cause le système par répartition, qui pour nous est un socle, hein. C'est une base qui doit assurer et garantir, si je puis dire, le minimum entre guillemets, hein, puisqu'aujourd'hui, compte tenu des évolutions qui viennent d'être évoquées, hein, sur la capacité à subventionner et à faire pérenniser ce système, on a bien aussi conscience, et les nouvelles générations qui rentrent sur le marché, on en discute régulièrement, nous, dans le cadre de nos visites en tant qu'élus auprès de nos collègues, ont bien conscience qu'il y a une nécessité très clairement à venir compléter le système existant par un système par capitalisation. Aujourd'hui, le débat, il y en a pas sur le sujet. Les gens ont bien conscience de tout ça, ce qui veut dire que des systèmes qu'on a vus, que ce soit le PERO, que ce soit le PERCOL, sont des éléments qui viennent parfaitement remplir ces attentes et ces aspirations d'un certain nombre de salariés. Ce qui est aussi intéressant, c'est effectivement de faire le lien, et en tous les cas d'avoir la notion souvent qui revient aussi, c'est cette fameuse notion de partage de la richesse, très clairement. Lorsqu'on a une entreprise qui performe, quel que soit son domaine d'activité, et je pense que parmi les collègues ici présents, certains ont des entreprises plutôt florissantes. Il est, je pense, et nous en sommes aussi partis, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais il semble évident, en tous les cas, que chacun doit bien avoir notion et conscience que sa participation active à la richesse de l'entreprise doit être reconnue, récompensée à travers différents leviers que peuvent être ces systèmes de retraite par capitalisation complémentaires au système par répartition. Alors, les leviers, on l'a vu, ils sont nombreux. Entre les systèmes obligatoires, les systèmes complémentaires qui peuvent exister, les PERCOL. Chacun doit s'en saisir, avec toujours cette difficulté, et on l'a bien compris à travers les échanges que l'on a eus à l'instant même, une complexité extrême sur la question de la fiscalisation, à l'entrée, à la sortie, les impacts que ça peut avoir sur l'assiette, etc., etc. Donc c'est vrai que si j'ai envie de dire, le challenge le plus important peut-être pour les représentants du personnel que nous pouvons être, c'est de pouvoir vulgariser au maximum ces éléments pour apporter de la compréhension et à minima y apporter de l'intérêt, parce qu'aujourd'hui on a quand même encore trop de salariés, à mon sens, qui se sentent complètement noyés dans la complexité de ces dispositifs, et puis à la fin du fin se disent bon bah il y a une chose qui est mise en place par l'entreprise, je sais qu'elle cotise pour moi sur telle ou telle chose, mais qui ne mesure pas du tout les impacts et les résultats que ça peut apporter à la fin, et qui clairement parfois ne vont pas maximiser les capacités des dispositions qu'on met en place. Et je pense notamment, effectivement, où nous attachons, et j'en reviens à ce fameux PERCOL avec les avantages qu'on peut mettre en place lors des NAO, et on s'attache, nous, régulièrement à promouvoir et à rappeler aux collègues que ce dispositif qui est là plus que gagnant, hein, et là, comptablement parlant, ils comprennent très rapidement tout l'intérêt que ça peut avoir, il faut absolument
que les salariés, au-delà des accords qu'on peut négocier, mettre en place ces dispositifs pour en profiter. Donc pour nous, c'est l'élément essentiel, communication et puis vulgarisation de tous ces sujets. Merci Stéphane. Bruno, a priori, tu étais inspiré par la Mariette Cambrère qui parlait du rapport d'une note de Terra Nova que je n'ai pas pris connaissance. A priori, alors très rapidement, Bruno, parce que là, on déborde, mais vas-y. D'abord, je reprends intégralement à mon compte ce qu'ont dit Stéphane et Valérie. Mais je voudrais rajouter un autre élément qui rentre dans la problématique de Mariette, tout en ajoutant quand même que notre syndicat a toujours été favorable à un système d'épargne retraite supplémentaire comme celle que nous avons avec les réserves techniques que j'ai pu émettre. Le point, il est le suivant. Attends, excuse-moi Bruno, il y a un bruit de fond monstrueux là. J'entends. Moi, j'ai rien, j'ai pas de bruit, j'ai aucun bruit. Il y a que moi qui a un bruit monstrueux là. Vous avez un bruit aussi? Là, c'est bon. Là. C'est bon. Alors, j'ai peut-être remué un papier ou je ne sais quoi, ce qui fait énormément de bruit, effectivement, quand on remue un papier. Et excusez-moi. Ce que je veux rajouter, c'est que aujourd'hui, ceux qui veulent promouvoir de manière aveugle le système de retraite par capitalisation vous disent globalement le système de retraite par répartition tel qu'il est aujourd'hui est une pyramide de Ponzi. Eh bien, il y a clairement un sujet démographique, ça c'est une évidence, on peut pas le nier. Mais la retraite par capitalisation peut aussi être une pyramide de Ponzi. Pourquoi? Parce que c'est supposé finalement, pour avoir du rendement, de la rentabilité, pour augmenter ses avoirs, pour avoir une retraite, il faut qu'il y ait du rendement qui soit fait ailleurs, dans les entreprises, etc. Mais si vous avez un problème démographique en Union européenne, ou dans l'Europe en général, c'est que vous êtes obligé d'investir en dehors de l'Union européenne, dans des régions notamment où il y a un dynamisme démographique. Mais croyez-vous, et ça, surtout à l'aune de ce qui se passe dans le climat international depuis quelques années, et qui va sans doute s'aggraver, croyez-vous que ces pays à fort dynamisme démographique accepteront de financer en gros les retraites des pays qu'on a appelés développés, que nous sommes? Posez-vous la question. C'est ça le sujet. Et on en revient au problème du partage de la valeur, mais non pas simplement au sein de l'entreprise, mais au sein du monde. Et c'est sur quoi est fondamentalement basée l'épargne par capitalisation aujourd'hui, en l'absence de dynamisme démographique en Europe. Ouais. Donc là, tu fais une super ouverture, vaste ouverture. Et merci à toi, Bruno. Et à toi, Pierre, le mot de conclusion. Et par rapport à ce que tu as pu entendre et la remarque de Bruno, enfin voilà. À toi, le mot de conclusion. Non, en conclusion, je dirais, bon, déjà, moi, je partage ce qui a été dit, mes trois collègues sur la nécessité de préserver le système par répartition. Nous, chez Préfond, on n'a aucun souci avec ça. Pour nous, la capitalisation a pour vocation de venir en complément, mais en complément efficace, effectivement, de système de répartition qui, malheureusement, sont moins 10 ans chaque année. Donc, à un moment donné, il faut trouver une solution. Après, sur les aspects, on va dire, plus fiscaux, on l'a pas forcément abordé, mais c'est vrai que dans les grandes entreprises, les entreprises de taille importante, bien souvent on va retrouver l'ensemble des dispositifs en place, PE, PERCOL, PERO. Et en effet, c'est là où la complexité fiscale apparaît, parce qu'en effet, certains vont verser sur leur PE, d'autres et ou le PERCOL et ou le PERO avec les versements obligatoires ou des versements volontaires. Et là, en effet, il faut être extrêmement vigilant lorsque tous ces dispositifs sont en place, parce que en effet, c'est l'effet qui se coule à la en fin d'année où le salarié s'aperçoit qu'il a des choses à payer. Mais il faut aussi quand même rappeler que 80% des entreprises aujourd'hui n'ont pas ce panel de dispositifs qui sont mis en place, parce que d'abord, elles ne le peuvent pas, et que bien souvent, elles font un arbitrage entre le PERO et le PERCOL. Et c'est là où nous, effectivement, chez Préfond,
fait la promotion plutôt du Perrot, parce que c'est un point qui n'a pas été soulevé, mais la problématique pour nous du PERCOL, c'est que le bénéfice de l'abondement ne se fait que si le salarié fait un versement volontaire ou s'il transfère des CET. Ce qu'on observe, c'est plutôt d'ailleurs des versements volontaires. Les CET, ça reste quand même encore aujourd'hui marginal. Mais on voit bien qu'il y a une certaine inéquité au niveau du PERCOL quant à des salariés qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas faire des versements volontaires sur leur PERCOL. Et donc là, ils ne bénéficient pas, en effet, du versement de l'employeur. Et c'est tout l'intérêt, ce qui nous semble, en tout cas, me semble-t-il, et chez Préfond, on partage ce constat, du Perrot, où là, pour le coup, certes, la contribution de l'employeur est calculée en fonction du salaire annuel brut et par application d'un pourcentage sur le salaire annuel brut du salarié, mais là, pour le coup, tous les salariés bénéficient de cette contribution employeur. Ce point-là, on n'a pas forcément beaucoup évoqué ce point-là, mais tous ces dispositifs ne sont pas tous mis en place dans les entreprises, et ça concerne globalement 80% des entreprises. Et donc, cette dimension fiscalité que j'entends et qui est réelle, mais elle concerne surtout les grandes entreprises qui mettent l'ensemble de ces dispositifs. Et pour les autres entreprises, en effet, le Perrot nous semble plus adapté, plus équitable socialement, puisque l'employeur, là, s'implique globalement pour l'intégralité de ses salariés. Merci Pierre. Merci à vous de votre participation dans la salle sur un sujet qui peut être un peu aride, en tout cas qui est technique, mais en tout cas qui est fort d'enjeu. Donc merci à Préfond et à Pierre d'avoir porté cette rencontre. Merci à Valérie, Stéphane et Bruno d'avoir illustré avec vos pratiques dans vos entreprises et comment ça résonne chez vous. Compte rendu à suivre, et moi je vous partage très rapidement un petit lien pour une promo, c'est-à-dire le prochain direct de Miroir Social. Alors on va être moins technique là, c'est le 28, mercredi prochain. Comment redonner toute sa place à la présentation du personnel, c'est porté avec le cercle Maurice Cohen. Et par rapport à tout ce qui se passe sur les projets de simplification du dialogue social, le cercle Maurice Cohen se fait fort d'avoir planché sur 10 propositions. Et on va les mettre en discussion mercredi prochain, ces 10 propositions. Donc, l'invitation est partie. Et donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le moment. Voilà. Écoutez, merci à vous pour votre participation. À suivre, compte rendu, je viens de le dire. Et je vous souhaite une très, très bonne journée. Et à bientôt. Et peut-être un prochain, on n'a pas encore ouvert complètement, mais peut-être que le prochain direct, ça sera sur le fonds de pension à la française, etc., avec un débat élargi. Parce que là, on était quand même très entreprise par entreprise, et il y a peut-être matière à élargir le débat encore plus. Je vous souhaite une très, très bonne journée. De même. Merci, au revoir. Au revoir à tous, très bonne fin de journée. Je coupe avec un peu de retard, mes excuses.